Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à cette nouvelle émission de Histoire à dormir debout. Ici André Pelchat qui vous souhaite la bienvenue, en compagnie, comme d'habitude, de Charles Dagneault. Bonsoir, Charles. Bonsoir, André. Alors, ce soir, on a, des sujets qui n'ont pas vraiment le rapport entre eux, surtout qu'il y en a un qui se passe dans le désert et l'autre sur l'eau. Ben, c'est la raison pourquoi tu les as mis ensemble. Voilà. Ah, ça doit être ça. C'est ça, j'y pensais plus. Et, merci. Et en plus, ces deux événements ponctuels qui, chacun à leur manière, ont marqué leur époque, même de façon très, très différente. Alors, moi, je vais vous parler de la déportation des grévistes de Bisbee. Ça dit peut-être pas grand-chose à beaucoup de monde, alors attendez, je vais en dire plus. Mais tout d'abord, on va parler d'un bateau, un navire, et pas n'importe lequel, le Great Eastern. Ex-Léviathan aussi, qui est le monstre marin de la Bible. C'est pas la première fois que je parle du Great Eastern. Même si je me trompe pas, à l'Hôtel des Postes du Musée Laurier, il y avait à un certain moment une maquette du Great Eastern. Pourquoi parler d'un bateau comme ça, puis surtout d'une arrivée, c'est qu'il est venu visiter Québec. Et puis, là, il faut se figurer que c'était l'événement de l'époque, en 1861, ça s'est passé au mois de juillet. Alors, imaginez le fleuve Saint-Laurent là, complètement couvert de petits bateaux, puis on va trouver parmi ça le célèbre vapeur Napoléon, les traversiers du Grand Trunk, et puis d'autres bateaux avec des noms assez évocateurs, le Caledonia, le Britannia. À 5 heures, il va contourner l'île d'Orléans, puis on va voir arriver le monstre mécanique qui avait fait dont Jules Verne a fait l'éloge un peu plus tard. Il a été passager, puis il a fait un roman qui s'est appelé Une ville flottante. Victor Hugo aussi en parle dans La légende des siècles, entre autres, puis qu'il décrit. Il faut dire aussi que c'est un navire formidable. Il y a 6 mâts, 5 cheminées, 2 roues à aube et puis une hélice. Les roues font environ 20 mètres et plus. Faut dire que c'est je pense qu'à l'époque, c'était le plus gros bateau jamais construit. Ah oui, absolument. Ils n'ont jamais rien vu de tel. On voit s'avancer un monstre à vapeur. Et puis, les mâts s'appelaient lundi, mardi, mercredi. Les 6 mois étaient nommés comme ça pour les identifier, sauf qu'il n'y avait pas de dimanche. Alors, ce dimanche, à l'époque, les protestants disaient la machine, c'est l'œuvre de l'homme, on peut l'utiliser le dimanche, mais le vent, c'est l'œuvre de Dieu, puis le dimanche, on ne navigue pas à la voile. D'ailleurs, ça a été aussi identifié assez rapidement que les escarbilles des cheminées puis le canevas des voiles, ça va pas très bien ensemble. Mais par contre, ceux qui connaissent un peu, qui connaissent l'histoire du Great Eastern, ça a été une aventure constante. Il y a eu des échouages, des naufrages. Il a fait faillite. Il y a eu un lancement très long et laborieux. Il a ruiné ses premiers propriétaires. C'était pas un navire qui était pour son époque. Quand le maître ingénieur de l'époque, Isambard Brunel, qui avait déjà d'énormes réalisations, surtout dans les chemins de fer, comme des ponts en fer et en acier, entre autres. Oui, parce que c'était vraiment le début à l'époque de l'utilisation industrielle de l'acier. C'était le début. Puis, il avait mis le paquet. Le but était de faire un navire qui pouvait se rendre en Australie en transportant son carburant. Donc, il devait avoir un certain volume. Ça a été un calcul quand même assez important. Et puis, il a été conçu pour ça. Il n'y avait pas de superstructure, les roues à aube qui étaient le mode de propulsion à l'époque, mais il y avait la nouvelle hélice aussi qui faisait son apparition. De combiner les deux, c'est très rare. Ça s'est fait aussi, mais dans le cas si on prend les 5 cheminées,
Et puis, ils sont tombés à 4 parce qu'il y en a une qui a explosé, justement, durant une de ces nombreuses mésaventures. Et puis, il faut dire qu'il a été quand même mis en service en 1859, mesurait 692 pieds. Pour l'époque, on a des navires qui sont de cette taille-là, 32 000 tonnes à pleine charge. Il était 2 fois plus long puis 6 fois plus lourd que tout ce qui existait à l'époque. Il y avait 3 millions de rivets dans la coque. Et puis, il y avait 18 000 pieds carrés de toile. 56 pieds de diamètre, les roues à aube quand même. C'est une attraction internationale. Partout où il va aller, le Great Eastern va provoquer l'émerveillement. À New York, en mai 1861, il va recevoir 164 000 visiteurs payants, dont 16 800 en une seule journée. C'est pour dire que c'était vraiment un événement incroyable. Une attraction, oui. Le lendemain de son arrivée, le 7 juillet, ben là, la foule, elle va justement vouloir aller visiter ça, mais il va falloir attendre un peu plus longtemps pour le visiter. Il y a une raison à ça. Du 17 au 31 juillet, les visites vont être autorisées à partir de ce moment-là. C'est 50 cents. Quand même, c'est un assez gros montant. Puis 25 cents pour les ouvriers qui travaillaient dessus. C'était, oui. Ouais, c'est un gros montant. Mais au-delà de la visite populaire puis de l'attraction, il y a le maire de Québec voit une opportunité économique pour la ville. Parce que les arrimages, c'est-à-dire le nombre de navires qui vont à Québec, ils ont diminué. Ils ont passé de 1500 en 1846 à 1400. Donc, il y en a eu 1000 de moins. Tonnage plafonne aussi. Puis ça se met à décliner. Il y a 2 causes. La première cause, c'est la canalisation du fleuve. On va creuser le premier seaway, ni plus ni moins, qui va permettre aux navires de se rendre jusqu'à Montréal. Et puis, le chemin de fer du Grand Tronc, il va relier Lévis à Richmond, puis à Montréal, puis à Portland, rendant possible un commerce par voie terrestre. Donc, les navires vont pas nécessairement plus loin que Québec. Le maire de l'époque, Thomas Pope, il voit dans le Great Eastern une chance de relancer justement le port en utilisant le plus gros navire du monde pour faire commerce. Les dimensions du navire l'interdisent d'aller à Montréal. Donc, ça serait vraiment une avenue pour la ville de Québec. Il pourrait faire de Québec pratiquement un centre maritime stratégique concurrent des provinces maritimes. D'ailleurs, même aujourd'hui, les plus grands navires ne peuvent pas se rendre à Montréal. Ils ne se rendent pas à Montréal. Alors, le 22 juillet, on va organiser une réception officielle à l'hôtel Russell, c'est à la côte du Palais. Puis là, ça va être on met le paquet. C'est des mets fins, des vins rares. Les officiers du navire sont là. Le maire Pope, la chambre de commerce, puis Georges-Étienne Cartier, qui se trouve là aussi. Ça ne donnera pas grand-chose, la raison étant qu'il s'agit en réalité d'une mission militaire. C'est la raison d'être de la visite à Québec du Great Eastern. Depuis décembre 1860, les États du Sud sont séparés de l'Union américaine. Ouais. La Caroline du Sud, le Mississippi à Floride, l'Alabama. Donc, la guerre de sécession. C'est le début, les précurseurs de la guerre. En février 1861, ça va être la formation des États confédérés. L'Angleterre, qui dépend du coton, qui vient du Sud, elle observe la situation de près, puis elle commence à avoir un peu d'inquiétude parce que de l'autre côté, les États-Unis redoutent le Nord redoute une intervention britannique, OK, pour préserver justement ce qui leur sert, ce qui sert leurs intérêts. 12 avril 1861, Fort Sumter, c'est le début de la guerre de sécession. Et puis là, le War Office, il va affréter le Great Eastern, ça c'est les Anglais, pour transporter 2000 soldats à bord. Fait que là, on va retrouver une batterie de Royal Artillery, 227 hommes, 30e régiment d'infanterie, 900 hommes ici, puis 60e fusilier, 908 hommes. Puis il y a 184 femmes, 253 enfants, puis 122 chevaux. Plus les passagers quand même. Ça faisait un bon voyage. Le bateau pouvait en embarquer beaucoup plus que ça. Mutinerie va même éclater durant la traversée parce que là, les marins se sentent comme des conscrits. Parce que là, on transporte du personnel militaire, c'est une action militaire. Je m'excuse, monsieur, mais moi, je suis un marin de pont, je suis pas un soldat, un marin militaire. Donc, mutinerie, ça va être maté, puis le navire va atteindre Québec 2 semaines avant une bataille qui s'appelle la bataille de Bull Run, première grande confrontation de la guerre. 11 juillet 1861, les fusiliers vont débarquer au quai de la Reine, puis ils vont s'installer temporairement aux casernes des Jésuites
C'est le site actuel de l'Hôtel de Ville de Québec. 30e régiment, quant à lui, les artilleurs vont être transférés vers Montréal à bord des vapeurs, le Banshee puis le Passport. On avait tous des noms français à l'époque. Oui, évidemment. Les rumeurs circulent qu'il va y avoir même un deuxième voyage du Great Eastern. Faut croire que ça n'a pas très bien fonctionné pour ce qui est du projet commercial pour le port de Québec. C'est ça. Même le deuxième voyage va être abandonné parce que là, il n'y a pas assez de logements au Canada pour accueillir le bateau. Le 6 août, le Great Eastern va quitter Québec avec seulement 344 passagers. C'est là l'idée, justement, de l'échec du Great Eastern. Il n'y a jamais eu assez de passagers à bord pour que ce soit un succès commercial. L'histoire ne s'arrêtera pas là. Il va connaître quand même le succès parce qu'en 1863, le Great Eastern va devenir le premier navire câblier. Il va installer le premier câble de télécommunication télégraphique entre l'Europe et l'Amérique. Puis ça va finir, il va se terminer à Heart's Content, à Terre-Neuve. Donc, la première liaison technologique s'est faite entre l'Europe et puis le continent, ça s'est fait à Terre-Neuve, hein, c'est quand même. Le plus lourd, bon, il va demeurer le plus lourd, le plus grand jusqu'en 1900 même. Parce que là, c'est à ce moment-là qu'il va être dépassé par les autres. Puis il va être démoli en 1889 après maintes et maintes aventures, comme je mentionnais tantôt. Puis lors de la démolition, on va même trouver les restes d'un ouvrier oublié. Et puis ça, ben ça va évidemment se rajouter à la légende pour avoir créé la légende du Great Eastern. Mais on l'a eu à Québec. Il existe peut-être une photo de ça. Oui, il existe une photo de ça. C'est un navire qui était, on pourrait dire, en avance sur son temps et que probablement une grosse partie de ses problèmes techniques provenaient de là parce qu'on était obligé de fabriquer quelque chose qu'on n'avait jamais fabriqué fait, avant. Exactement. Et c'est ça qui a lancé les vraiment gros paquebots comme on va les connaître plus tard. Mais il était tellement costaud, solide, qu'il a quand même résisté à 2 échouages, puis même au moins 2 grosses tempêtes où ils ont été obligés de sortir les bagages avec des chaudières. Oui. Il était résistant, les explosions, donc il était quand même une expression du génie de Isambard Brunel et puis de l'autre ingénieur qui était aussi avec lui. Je dirais le génie et l'audace. Parce que suffisait pas d'être capable d'y penser. Le deuxième étant plus important que le premier. Il fallait oser essayer. Ouais. C'est ce qu'on manque aujourd'hui. Parfois, on n'a plus d'audace. Alors moi, je vais parler d'un autre genre d'audace parce qu'on va parler d'un conflit de travail qui a eu lieu aux États-Unis en 1917 et qui va se régler, si on peut appeler ça comme ça, d'une façon à l'ancienne. Oui, à l'ancienne et qu'on verrait difficilement aujourd'hui, en tout cas pas en Amérique du Nord ou en Europe de l'Ouest, dans d'autres pays, possiblement. Alors, c'est un épisode peu connu, mais fondamental dans l'histoire sociale américaine. Et c'est un exemple frappant du conflit entre le capital et le travail au début du 20e siècle. Alors, c'est d'abord, on parle de la ville de Bisbee, qui est en Arizona. C'est une ville où on appelle une company town. Il y a une seule compagnie dans la ville. C'est une mine qui appartient à un certain Phelps Dodge. Et l'entreprise possède la mine, mais possède aussi l'hôpital, le grand magasin, le journal local, le Bisbee Daily Review, et donc exerce un contrôle total sur la vie sociale et économique du village. C'est un modèle assez courant à l'époque. Aux États-Unis, au Canada aussi. Les conditions de travail, on est dans une mine. Donc, c'est dangereux. À l'époque, surtout, il y avait presque pas de mesures de sécurité. Les salaires étaient minables et beaucoup de discrimination raciale envers les travailleurs parce que beaucoup de ces travailleurs sont des Mexicains ou des immigrés d'autres pays, mais beaucoup de Mexicains. Et il y a un momentum, si on peut dire, c'est qu'en 1915-1916, il y a eu une autre mine, Clifton Morenci, où il y a eu une grève et ça a amené des gains. Les travailleurs ont réussi à avoir des augmentations, des meilleures conditions. Alors là, on commence à avoir d'espoir un petit peu
puis on pense à se syndicaliser. Et c'est là qu'arrive aussi ce qu'on appelle la IWW, les Industrial Workers of the World, c'est un syndicat. Syndicat assez radical qui, dans le vent dans les voiles à l'époque. Et en juin 1917, on les appelle aussi les Wobblies, vont présenter des revendications. Veulent plus de sécurité d'emploi, veulent des meilleurs salaires et surtout la fin de la discrimination raciale parce que si un Américain blanc travaille, il est automatiquement mieux payé qu'un Mexicain, même s'il fait le même travail, etc. La compagnie refuse totalement. Le 26 juin, on commence une grève massive. 85% des mineurs cessent le travail. Ça se passe très pacifiquement au début. Mais on est en 1917. Les États-Unis sont maintenant en guerre. Et là, tout ce qui peut nuire à la production destinée à la guerre, c'est antipatriotique, c'est même carrément de la trahison. Ça va être même présenté comme ça. Alors, le shérif, qui s'appelle Harry C. Wheeler, qui est allié de la compagnie, en fait, il n'aurait jamais eu son poste sans la compagnie, invoque une menace pro-allemande. Il décide que les mineurs travaillent avec les Allemands ou pour les Allemands en faveur. Et là, j'ai dit, ça prend une intervention du gouvernement fédéral. Le président Wilson donne pas dans le panneau tout de suite et envoie un médiateur. Mais là, on n'est pas content de ça, d'avoir un médiateur. C'est pas ça que la compagnie voulait. Alors, Phelps Dodge organise des milices privées pour surveiller les mineurs et empêcher du vandalisme, même s'il n'y en a pas eu. Alors, on crée la Citizens Protective League et la Workmen's Loyalty League. C'est intéressant de voir les noms. Citizens Protective. Ça, c'est des gens qui ne travaillaient pas dans la mine, probablement, et en général. Et c'est la milice de citoyens qui, eux autres, sont pas contents parce que tant que la grève dure, on perd de l'argent dans le village. Et la Workmen's Loyalty, ben là, c'est le 15% de travailleurs qui sont pas en grève. Alors, autrement dit, les briseurs de grève, au fond, là. Et bien sûr, on les arme et le 10 juillet, on en arrête un certain nombre et on les déporte dans une autre ville d'Arizona qui s'appelle Jerome. Alors là, mais la tension commence à monter un petit peu. Mais là, ce qu'on a fait, au fond, avec la déportation à Jerome, on en a déporté quelques-uns, c'est un test, une pratique sur ce qu'on va faire plus tard. Donc, ça va se passer le 12 juillet 1917, à 4 heures du matin. 2200 hommes, des deputies, au sens où on dit aux États-Unis, donc des mandatés par le shérif, mais en réalité mandatés, recrutés par l'entreprise. Ouais. Et le shérif donne son aval officiel, que ce soit légal. Donc, on déploie 2200 hommes, c'est sur un village qui avait, je pense, 2000 habitants, quelque chose comme ça. Ça vient pas tout du village, ces gens-là. 6h30, on commence à arrêter des gens par une liste qui est fournie par la compagnie. Donc, les plus syndicalistes, par exemple. Et c'est souvent arbitraire. En fait, il n'y a aucune raison, pas plus de motifs de les arrêter eux autres, mais la compagnie a dit que c'était eux autres. Alors, et là, il y a des réactions. Certains magasins sont pillés. On ne sait pas trop si c'était des grévistes, d'ailleurs. Des gens de la milice recrutés par la compagnie vont tirer. Il va y avoir 2 morts. Et à 7h30, on rassemble 2000 hommes, 2000 mineurs, et on les force à marcher jusqu'au stade de baseball. Aux États-Unis, le stade de baseball, il y a nécessairement un stade de baseball, Warren Ballpark, que ça s'appelle. Et là, on va faire un tri dans le stade. On propose la liberté à ceux qui renoncent à la grève, ceux qui acceptent de rentrer sans dire un mot, pas de revendication. Eux autres, on va leur proposer on va les relâcher. Il y en a 700 qui vont accepter. Donc, il en reste 1286 qui refusent. Alors là, on les laisse attendre dans le stade un petit bout de temps.
au gros soleil, qui est en Arizona, il fait chaud, et au mois de juin en Arizona, je peux pas dire pour être allé au mois de juin en Arizona, il fait chaud. Hein? On les laisse mijoter un petit peu, et finalement, on fait venir des trains. Et à 11 heures, on commence à embarquer tout ce monde-là dans 23 wagons à bestiaux qu'on n'a pas nettoyés et qui sont qui ont resté au soleil, eux autres aussi. Donc, on imagine que c'est des serres à l'intérieur de ça. Et là, on empile nos hommes là-dedans. Ils sont collés comme des sardines. Et là, on les envoie. On roule 16 heures dans le désert. Yeah. Dans les conditions qu'on imagine de surchauffer, etc. On leur donne rien à manger. On leur donne pas d'eau non plus. Alors, on arrive à destination, un endroit qui s'appelle Tres Hermanas, Nouveau-Mexique. C'est à 320 km de Bisbee. Et là, ils arrivent là vers 3 heures du matin. Donc, en pleine nuit. On les avait amenés à Columbus, mais là, on a refusé de les recevoir à Columbus, en Arizona. Et là, à 3 heures du matin, on les amène à cet endroit qui s'appelle Tres Hermanas, qui est au milieu de nulle part. Et c'est là qu'on les fait débarquer et on les abandonne dans le désert. Et éventuellement, il y a des gens qui vont venir les chercher, puis on va les sauver. Là. Mais on les a abandonnés dans le désert carrément. Pendant que tout ça se passait, la compagnie qui possédait, je rappelle le journal, et qui possédait la station de télégraphe du village et le téléphone, va couper les communications pour pas qu'on en parle dans le reste du pays. Ça va fuiter quand même parce que c'est un avocat du syndicat qui va faire connaître et qui va éventuellement contacter les journaux ailleurs. C'est l'armée américaine qui va venir au secours des déportés et va les nourrir et les amener dans un camp de fortune où ils vont rester pendant 2 mois. Alors là, et pendant plusieurs mois, le village, la petite ville de Bisbee, va vivre sous la loi martiale privée de la Citizens Protective League. C'est-à-dire que c'est pas la loi martiale légale décrétée par le gouvernement, c'est la milice privée de la mine qui a décrété la loi martiale avec un couvre-feu et un contrôle des entrées et des sorties. On va même fabriquer des passeports complètement illégaux aussi, pour permettre de décider qui a le droit d'entrer, qui a le droit de sortir de la ville. Il va y avoir des tribunaux secrets qui vont juger les gens et décider s'il y en a qui doivent être déportés. Et il y en a d'autres qui vont être encore déportés hors de la ville. Une partie de la presse et l'ancien président Theodore Roosevelt vont justifier ça en qualifiant la grève de pro-allemande. Alors qu'il n'y avait jamais été question de l'Allemagne nulle part là-dedans. Là. Et il va y avoir quand même une commission présidentielle d'enquête décrétée par le président Wilson. Et en novembre 1917, donc plusieurs mois après, puis la conclusion va être formelle, c'était totalement illégal cette déportation-là. Alors là, les États-Unis, le gouvernement va entreprendre, mais là, en 1920, des poursuites contre la Cour suprême, contre la compagnie. Et là, la Cour suprême va statuer que la Constitution ne donne pas au gouvernement fédéral le pouvoir de poursuivre les enlèvements. C'est plus tard que l'enlèvement va devenir un crime fédéral au niveau de la loi fédérale après l'enlèvement du bébé Lindbergh. Okay. Enlèvement d'une personne a déclenché ça, mais enlèvement de 2000 personnes, non. Okay. C'est une victoire, c'est la victoire totale des milices et de la compagnie. Au niveau de l'État, l'État d'Arizona poursuivra jamais personne. Il va y avoir quelques procès civils qui n'auront pas de grandes conséquences avec des amendes bonbons, là. Aucune condamnation. Les responsables ça va avoir l'impunité totale. Ça va être utilisé pour justifier des lois répressives contre la liberté d'expression, ce qu'on va appeler la Sedition Act, qui va être adoptée durant la guerre de 14-18 et qui va servir
après la guerre contre les radicaux de toute tendance, surtout de tendance de gauche. Ça va être un tournant aussi parce que après ça, il va en avoir des fois des déportations massives, notamment durant la guerre, on pense aux Japonais, durant la Deuxième Guerre mondiale, mais ça va être l'État qui va le faire. Ça se fera plus par des milices privées, ça va donner une apparence de légalité. Signalons que durant la crise économique, sous le président Roosevelt, on a déporté plus d'1 million de Mexicains, d'émigrés mexicains au Mexique. Trump n'établit pas un précédent complet là, de ce côté-là. Des exemples, durant ce qu'on va appeler la peur rouge de 1919, plusieurs milliers de militants de toute origine, de toute tendance socialiste ou anarchiste vont être déportés vers l'Europe, parce que souvent c'est de là qu'ils venaient. Dans certains cas, c'est une condamnation à mort. Si on déporte un socialiste en Russie, mais que c'est pas un bolchevique, rendu là-bas, c'est le goulag et peut-être le peloton d'exécution. On s'en fout. La loi, là, c'est ça. Les Mexicains, dans les années 30 et dans les années 50, vont être déportés à nouveau. Et bien sûr, on pense aux Japonais, les Américains d'origine japonaise durant la Deuxième Guerre mondiale. Alors donc, on a là l'histoire d'un coup de force complètement illégal par une compagnie toute puissante qui tient réellement une ville entre ses mains, avec la collusion des autorités locales, notamment le shérif, et la totale passivité du gouvernement de l'État et la presque totale passivité du gouvernement fédéral qui a tenté des poursuites, mais la Cour suprême est comme la tour de Pise, elle penche toujours du même bord dans ces cas-là. Et là-dessus, elle a penché du bord de la compagnie, pas de surprise. Et là, on s'est servi, bien sûr, du contexte de guerre pour dire que ça, c'est classique, si on peut dire. Ça pose des limites sur les limites du droit, des questions face aux limites du droit devant le pouvoir économique. On peut avoir des lois, mais quand il s'agit de grandes puissances économiques, c'est difficile de les faire plier. Et il y a de la tentation de prendre la justice en ses propres mains. Et l'État, on l'a vu avec les déportations qui ont suivi, peut reprendre ces méthodes-là à son compte après quand ça fait son affaire. Donc, c'est un cas de vraiment qui a des conséquences jusqu'à nos jours. Et là, je vais être obligé de m'arrêter. C'est trop intéressant. Là, on arrive à la fin. Alors, bien, mesdames et messieurs, bonsoir et à la semaine prochaine.